Alors bonjour à tous, bienvenue au Connecting Days, Rwanda numéro 3. Avant que notre session commence, j'aimerais juste faire une petite annonce. Simplement rappeler que lors de notre dernier Connecting Days, le numéro 2, à la fin de la réunion le soir, lorsque il y a eu le passage de témoins avec les amis du Rwanda, nous tenons à préciser que ces personnes sont des amis de l'association ADRNS, donc Connecting Day, et ils ont agi en leur nom personnel. Ils n'ont pas été mandatés par des autorités. Ils l'ont fait tout simplement au titre d'amis parce que nous faisons cela de façon symbolique, de telle sorte que en fait, nous puissions faire du lien entre l'édition du jour, par exemple, et l'édition suivante, comme nous le ferons aussi ce soir avec le pays que nous ferons le mois prochain. Et nous tenons à dire que seul en France, puisque nous sommes en France, l'ambassade du Rwanda est habilitée à parler au nom du Rwanda. Bienvenue à Connecting Days, organisé par Continental Working et ses partenaires. C'est une plateforme qui vous apporte les meilleures relations d'affaires avec le continent africain. Hello and welcome to Connecting Days, an event organized by Continental Working and its partners. There to help you to create the best relationships with the African continent. Bienvenue au Connecting Days. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour notre troisième rendez-vous, donc c'est le Rwanda. Alors, comment est venue l'idée des Connecting Days? Je suis accompagné de Madame Kakama, qui est la vice-présidente d'ADRNS. Alors, ces réunions sont nées en fait d'une volonté de vouloir en fait rapprocher des hommes d'affaires, des professionnels qui ont à cœur le continent africain, qui travaillent aussi pour le continent africain ou qui veulent se développer sur le continent africain. Et aujourd'hui, vous voyez avec ce qui se passe, il est difficile de se déplacer, il est difficile de pouvoir comme ça, oui, se mouvoir. Donc, il nous a paru important de réfléchir à une façon de pouvoir maintenir le lien, en fait, avec le continent africain. Et c'est comme ça qu'est né les Connecting Days. L'idée est d'avoir cette promesse simple qui est un jour par mois. Nous mettons à l'honneur un pays d'Afrique autour de 4 temps forts. Et ces 4 temps forts ont été identifiés autour des problématiques que nous connaissons et aussi des opportunités à venir. Pour ça qu'on fait un focus spécifique sur l'agriculture. C'est pour ça qu'on fait un focus spécifique sur le digital, le numérique et aussi sur les moyens en fait de pouvoir déployer toutes ces solutions. D'où donc la participation de structures de fonds d'accompagnement et aussi d'avocats d'affaires qui permettent comme ça de donner tous les conseils qui vont bien pour pouvoir se développer dans les pays concernés. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment une joie d'avoir pu organiser cette journée avec nos amis du Rwanda, que sont Monsieur Serge Nyambo, donc qui a participé en son nom personnel, y compris Madame Everline Plumeret, qui nous a aidé aussi à identifier en tout cas des contacts au Rwanda pour pouvoir en fait vous présenter aujourd'hui l'ensemble des participants que vous allez voir. Donc, je laisse maintenant la parole à Madame Kakama qui va vous donner quelques informations sur cette belle journée. Merci Dimitri de me faire cet honneur-là de parler au nom de l'association Développement Nord-Sud. Donc, je suis Madame Kakama Leokadi, comme vient de le dire notre président, la vice-présidente. C'est tout un honneur pour moi d'avoir participé à l'organisation de cette journée Connecting Day, dont je rappelle la promesse, un jour par mois, un pays à l'honneur autour de 4 temps forts. Aujourd'hui, c'est le Rwanda, le pays à 1000 collines, qui est à l'honneur. Il faut savoir, le Rwanda compte 12 millions d'habitants sur une superficie d'environ 26 000 km², avec un PIB en augmentation, dont le taux est supérieur à la moyenne régionale. Comme vient de le dire le président, nous avons organisé cette journée en collaboration avec les amis du Rwanda, dont je tiens personnellement à remercier pour leur
le fait qu'ils avaient compris la démarche de ADRNS. Voilà, une démarche qui est panafricaine. Donc, du coup, on n'a pas eu besoin de trop expliquer. Dès que on s'est mis en contact, ils ont tout de suite compris la vision qui était la nôtre. Donc, on a travaillé en étroite collaboration. Ils ont donné de leur temps. Ils nous ont ouvert leur carnet d'adresses. Ils ont été vraiment facilitateurs. Et c'est ça qui nous a permis de pouvoir organiser cette journée du Rwanda. Voilà. Et c'est cela qui nous a permis d'aller à la rencontre des hommes et des femmes qui ont contribué à placer le Rwanda au niveau de l'émergence. Parce qu'il faut savoir que le Rwanda a été placé numéro 2 dans le classement Doing Business. Et pour cela, je dis respect. Voilà. Donc, il y a des hommes et des femmes qui ont contribué à ce travail. Et donc, aujourd'hui, nous avons volontairement enregistré tous les intervenants qu'on a eu à rencontrer pour pouvoir faciliter la fluidité du déroulement de cette journée. Donc, tous ensemble. Enfin, moi, personnellement, vraiment, j'ai hâte de découvrir ces intervenants-là. Donc, je ne vais pas trop abuser du temps. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Connecting Day. Restez connectés, nos chers invités. Merci. Bonjour, mon nom est Nadia Keza. Je suis la directrice de l'agence de voyage ITEA. Nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion et dans les voyages organisés. Donc, je vais parler plus en détail plus bas. Qui sommes-nous? ITEA pour International Travel Agency. Cette compagnie a été conçue en 1995. Nous sommes avec une équipe jeune et dynamique. On donne un service de qualité et un service professionnel. Cela a été prouvé aussi parce que 2 de nos agents ont été écrits dans une des revues assez populaires au Rwanda, qui s'appelait Service Mag, qui parlait du service à la clientèle en général au Rwanda. Donc, 2 de nos agents ont été écrits dedans et ont été nommés comme des agents qui donnent un très bon service à la clientèle. Donc, ça montre un peu l'image des gens avec qui on travaille, qui donnent un service immédiat à nos clients. Nous avons aussi été récompensés par tous ces efforts en ayant des prix de mérite de meilleure agence en 2018. C'était le premier concours qui a été organisé. Ça a commencé en 2018 et nous avons eu le prix là, qui est ici d'ailleurs. Et ça a été organisé aussi en 2019. Nous avons aussi eu le prix de meilleure agence en 2019. Malheureusement, en 2020, ça n'a pas pu avoir lieu vu la situation avec la pandémie de coronavirus. Espérons que les concours continuent au moins et qu'on pourra garder notre place et continuer à exceller. Nous sommes aussi les représentants de BCD Travel. On est BCD Travel au Rwanda. Comme vous le savez, BCD Travel, c'est comme it's a brand qui se trouve un peu partout dans le monde. Ce qui fait que nos clients qu'on sert, ils ont la chance d'avoir un service de qualité, peu importe où ils seront. C'est-à-dire, s'ils ont des petits soucis et qu'ils sont quelque part au Vietnam, il n'y a aucun problème. Nous avons un partenaire là-bas qui prendra soin de notre client et être sûr que tout se passe bien. Hello, greetings to everybody. It's my great pleasure to be on this special platform that talks about Africa, that talks about our continent and our respective countries. Eric Obere is my name. I'm a founder and director of the Kwetu Film Institute and the Rwanda Film Festival. So, Kwetu Film Institute is an establishment that teaches cinema and promotes the culture of movie making in the country. Also, the Rwanda Film Festival has been running for the last 16 years, showing films in the countryside and also in Kigali. So we've been doing this for the last 20 years, I would say.
but the beginning started when the genocide against the Tutsi ended. So I came in and I became a translator, a media person, accompanying all the foreign media organizations to cover Rwanda. So literally my beginning started with a tragedy. You know, it's literally like, you know, talking about the tragedy. So that brought me to record and produce the first feature film on the genocide committed against the Tutsi, the movie titled 100 Days. So that was the very beginning of my career, I would say. I teamed up with Nick Hughes, who is an established director and media personality who was based in Kenya. Now he's based in Barcelona. And together we made this film. And with this film, the film clearly projected or became the springboard for all the other films that were made in Rwanda and around the subject of the genocide. So it is in this perspective that I decided to also create a platform or an organization that trains young filmmakers, young men and women from Rwanda to make movies on the genocide and on the realities of the country. So in a sense, that had become literally the beginning of my career. That had become literally the beginning of what is known today as Hollywood. So we made 100 Days, and then we went on and made Keep as a Memory, Through My Eyes, plus few other documentaries that were produced on the subject of the memory. As years went by, whenever I would go to a film festival, people still had an appetite to make a film or to see other kind of facets of Rwanda history, meaning the past and the present and future perspective. So I encourage many of my students to embark on lighter subjects. So some of the films that we've made with our students have traveled a bit from Tribeca Film Festival. They've been shown in Tokyo, in South Africa, in Berlin. Some of our students have been at the Berlinale Talent Campus. So we have literally unleashed the potential for young storytellers from the country to really have the ability to tell their story. And that's where I stand in, because I see myself as an educator, somebody who really stands in to tell African stories from an African perspective. So on this note, I went on and produced other films. So one of the recently acclaimed films that I co-produced and I co-authored is a film titled Africa United. Africa United is a story of 3 kids who leave Rwanda and go to South Africa to the World Cup. So they trekked from East Africa to South Africa. It's a fun film. It's just a film that depicts the story of Africa in a different perspective, in a different dimension. And it's within this perspective that we want to make sure that Africa is told through the African eyes and through the African perspective. So that has been my quest for the last all those years, 20 to 25 years. And so the festival still continues, and the film festival still run, and the film school is still running. So we collaborate and we strive to bring people on board, to support, to be among the partners. We were blessed enough to have the Academy of Motion Picture Arts and Sciences, who sent 11 members, delegates, to Kigali when they visited South Africa. And we were pretty much honored to have them officially open our school. So it was kind of a celebrating experience whereby from a tiny little school, if I may call it, to be recognized by such a high-profile institution. So we have kept contact. They've sent us teachers. They've sent us masterclass books. We have the Criterion Collection, which is like one of the biggest archive and film archive in the world, who sent us some of their films, and they want to continue sending us their films. So we are into discussions with institutions such as
the Sundance Film Festival, Tribeca, and we are part of a Pan-African film school initiative, which is called the Film School Network of Africa, and with German schools. So these are the kind of things that we want to exchange, and we want literally Africa to be reflected on the planet. Bonjour, merci pour l'opportunité. Merci à Connecting Days Rwanda pour ce bon moment de connexion avec tout le continent, tout le monde. Et je m'appelle Raoul Lugamba, je suis rwandais, je suis un entrepreneur créatif basé à Kigali, Rwanda. Et je suis fondateur d'une compagnie créative qui s'appelle Ruve Justy, et nous travaillons sur 2 départements. Le premier département est l'EduTech. On collabore, on donne des consultances aux universités sur quel matériel, quel logiciel utiliser pour mieux enseigner et mieux apprendre dans leur journée d'éducation. Ça, c'est notre premier volet. Et notre deuxième volet est la production et l'événementiel, où nous supportons des artistes et d'autres acteurs de l'industrie culturelle et créative pour leur événement, que ce soit accès au petit financement ou bien à d'autres supports, conseils et consorts. Et nous sommes aussi une boîte qui supporte les clients de différentes organisations, et pour leur événement, on leur donne du matériel pour leur événement, on leur aide à organiser leur événement. Et voilà ce que nous faisons dans African Colors. Et ça, c'est depuis 2015. Et avant ça, j'étais sur une autre boîte qui s'appelle Positive Production depuis 2008, où nous étions une boîte d'événementiel. Et aujourd'hui, nous travaillons sur un projet qui s'appelle African Colors. African Colors est un projet de Ruve Justy, de notre compagnie, qui a pour objectif d'être un catalyseur des industries culturelles et créatives, bâtir un écosystème sur le continent des industries culturelles et créatives. Et aujourd'hui, nous sommes sur 26 pays africains et 20 pays africains et 6 pays en dehors du continent. Et c'est un réseau composé par des acteurs de l'industrie culturelle et créative, eux-mêmes entrepreneurs culturels, d'autres entrepreneurs créatifs, où nous ramenons 3 piliers dans les industries culturelles et créatives, qui sont l'éducation. Nous donnons de la formation aux jeunes d'un peu partout dans ces pays où nous collaborons avec, sur comment le business des industries culturelles et créatives marche, en leur donnant du savoir, en les initiant sur soit des logiciels et autres formations. Deuxièmement, notre deuxième pilier est la collaboration, où nous ramenons, à travers notre plateforme, nous ramenons ces acteurs ensemble pour une meilleure collaboration et intégration dans des marchés africains d'une façon plus facile et plus abordable. Et notre troisième pilier est l'accès au financement, où nous travaillons avec le secteur public et le secteur privé, et ainsi que ces acteurs de l'industrie culturelle et créative, afin de créer des environnements qui leur permettent à parler la même langue avec les institutions financières, et aussi, de l'autre côté, attirer des investisseurs dans ce secteur-là. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion de l'épidémie du Covid-19 au Rwanda,
qui s'inscrit dans un système sanitaire qui est parmi les meilleurs du continent. Et pour aller dans les détails, je vais vous faire un petit rappel du début de cette pandémie au Rwanda. Le patient 0 a été testé positif le 14 mars, une semaine après l'arrivée de Bombay. Ce patient et les suivants ont été transférés dans l'établissement spécialisé créé rapidement après l'annonce de la pandémie et qui se trouve dans le district de Nyarugenge. Une semaine plus tard, la fermeture des lieux de culte a été annoncée et dès le lendemain, les écoles ainsi que les établissements d'enseignement supérieur étaient fermés. Le 21 mars, une série de mesures d'exception ont été promulguées, entraînant la fermeture des frontières, l'interdiction des déplacements de la population d'une ville à l'autre, ainsi que le confinement de toute personne n'assurant pas de services indispensables. En avril-mai, le déconfinement progressif a été débuté. Pour un meilleur déconfinement, différentes mesures de lutte contre le Covid ont été mises en place, notamment le port obligatoire du masque, la distanciation sociale à 1 mètre, la prise de température à chaque accès des lieux publics, notamment les magasins, les marchés, les lieux administratifs, l'usage étendu des solutions hydroalcooliques ainsi que des lavabos à l'entrée des marchés. Donc, nous voyons sur cette photo la prise de température chez les élèves qui respectent la distanciation sociale. Là, nous voyons les lavabos avec toujours la distanciation ainsi que les affiches de la campagne de lutte contre le Covid. Également, nous voyons devant les magasins des gens qui respectent la distanciation grâce au marquage sur le sol. Après toutes ces mesures, le Rwanda est considéré actuellement comme sûr en matière de prise en charge du Covid et en matière de santé en général. C'est grâce à cette rigueur que l'Institut de Sydney en Australie vient de le classer à la première place africaine en termes de gestion de la pandémie de Covid-19 et placé à la 6e place sur le plan mondial. Et donc, depuis mars 2020, le Rwanda est un exemple dans la prise en charge de la pandémie. Et cela est le résultat des mesures drastiques mises en place depuis le début de la pandémie par le gouvernement et bien sûr suivi par le peuple qui a été caractérisé par la discipline. Néanmoins, malgré tout cela, depuis décembre 2020, comme ça a été constaté dans le monde entier, une deuxième vague de Covid-19 a été constatée aussi au Rwanda avec l'augmentation du cas grave, d'où l'inauguration des nouveaux centres d'accueil le 8 janvier dans le district de Nyarugenge. Donc, on a le classement des pays africains. Donc, on voit le Rwanda en première place avec 80,8%, suivi par le Togo, qui est, lui, 15e sur le plan mondial. Pour ce classement, ils se sont basés sur des indicateurs, notamment les cas confirmés, le nombre de décès confirmés, le nombre de cas confirmés par million de personnes, le nombre de décès confirmés par million de personnes, le nombre de cas confirmés en proportion des tests, ainsi que le nombre de tests pour 1000 personnes.
Hello, everyone. My name is Alice Kabeja. I'm a plant breeder and I work as a researcher in Rwanda Agriculture and Animal Resources Development Board, or RAB in acronyms. This is a governmental institution formed from the three agriculture agencies, namely the Rwanda Animal Resource Development Authority, the Rwanda Agriculture Development Authority, and the Rwanda Agriculture Research Institute, commonly known as ISA. In the RAB, we have a mission of championing the agriculture sector development into knowledge-based, technology-driven, and market-oriented industry through the use of modern methods in crop, animals, fisheries, forestry, soil and water management. All of that are the area of our work. In other words, we do both research and extension in agriculture and animal resources in order to increase agriculture and animal productivity as well as their drives. Before talking about agriculture sector and related opportunities in Rwanda, I would like first of all to take this opportunity to express my deep appreciation to initiators of this project for the amazing idea, surely connecting people from all over the world, giving them the opportunity of virtual visiting, if I can say it's a virtual visiting, one African country per month, and giving them the chance of exchanging about business opportunities that are existing in those all countries is the best initiative ever. So it's really, for me, it's really, I mean, you did a good job. Surely, let me clap for you. I also express my gratitude to organizers of this event for giving me a chance to participate in this Connecting Day, which is very important to my country, Rwanda, and also to my career. Now let me talk about agriculture in Rwanda. The agriculture sector is crucial for sustainable development, and the land areas are needed for agricultural crops as vital for human and economic growth, especially for developing countries like Rwanda. As you may know, Rwanda is a developing nation experiencing stable economic growth recently, averaging 7.5% annually, and that was between 2000 and 2018. Higher than triple of Rwandan per capita gross domestic product, GDP, manifested from $211 to $718. This is between 2001 and 2014. And the rate of poverty reduced from 59% to 39% in the same period. Furthermore, the agriculture sector is a fundamental economic component, offering around 30% of GDP and hiring around 70% of the workforce, as reported by the World Bank report in 2019. This means that 70% of Rwandan people are engaged in agriculture, and this is due to improvement policies adopted, including farming modernization, intensive agriculture, as well as professionalization in agriculture. So with this agriculture in Rwanda is perceived as one of the most influential for the country's sustainable development and strive against poverty. Every day, 4 tons of food are lost. They're decaying in markets. 40% of agriculture production is lost every year. That's not acceptable, especially because we should think about how we can curb this. The only idea is that having enough data backing up our shipment, knowing how much people should be harvesting. Pack and Pick is an online grocery store. We buy, we clean, we sort, we package, and we deliver up to 300 items, fresh fruits and veggies mostly.
Park and Peak twatangiye gukorana mu hashize nk'amezi 2. Ni umushinga mwiza ufasha abahinzi bakafata ibihingwa byabo bakabibajyanira mu amasoko y'abantu baba bakorana, no ngo bakorana n'abahinzi kandi bakaba babajyanira umusaruro wabo ukiri fresh, bakabajyanira ku giciro cyiza umuhinzi atiwe ashaka amasoko hirya no hino. Niyo mpamvu nahisemo kuba nakorana nayo. We receive customers' orders. After receiving the orders, we do purchasing. Means we go buy the products and that were ordered. And after that, we do packaging. After packaging, we make sure that we deliver to every customers with the right quantity and quality food that he had ordered. Umuhinzi abasabwa guhinga bya kijyambere kandi akagira product nziza. Hanyuma Park and Peak yo improvement umuntu yayisaba no kuba yashaka amasoko menshi kandi ku buryo umuhinzi nawe yaba afite guarantee. The big challenge we have is in people, internally and externally. We start from external causes. People have been doing grocery shopping in a certain way, and they've invested in that. They've equipped themselves to be able to do that. It's difficult for them to switch. For the internal reasons, we need skills. Critical skills are always scarce, and they're very expensive to acquire. We have 2.5 billion of Africans to feed, and very few companies are up to the game. Very few people are thinking of how they can take a chunk of that, not only a chunk of money, but are trying to figure out how to feed the 2.5 billion of Africans in the next 30 years. That's what Park and Peak is about. Make your life easy and healthy with Park and Peak. Abahinzi dufatanyije na Park and Peak twubake ejo heza. In Park and Peak, you're welcome to join us in revolutionizing fresh food retail in Africa. Bonjour, Connecting Africa. Merci pour cette opportunité pour parler à toute l'Afrique, à tout le monde qui serait intéressé par les opportunités d'affaires en Afrique. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour parler du Rwanda et spécialement de l'agriculture au Rwanda. Je m'appelle Second Fidens, je suis le manager directeur d'une société qui s'appelle North Harvest. Nous sommes dans l'agriculture primaire depuis 7 ans, bientôt, et nous avons une plateforme en ligne qui s'appelle Park and Peak. Park and Peak, vous vous garez, vous collectionnez ce que vous avez acheté, commandé en ligne ou que vous venez de commander sur place, et vous partez. L'idée, c'est vraiment de non seulement joindre toute la chaîne de bout en bout, sachant qu'est-ce qui est produit, ce dont les gens ils ont besoin, leurs préférences, leur goût, leur rythme, leur pouvoir d'achat, pour enfin conseiller les fermiers et pour produire pas plus, pas moins, que ce sont dont les communautés urbaines ils ont besoin. Connecting Days Rwanda. Rio Green Gold is a social enterprise that works with smallholder farmers. We normally help small producers to be able to reach the international market, but also the local market that is really booming, especially with the hospitality sector. So Rio Green Gold is really happy to partner with this program, but also to join this network where we believe European and French business people, you can come in Rwanda and enjoy working with our producers. We are looking for new markets in France and other European countries where we can export our products, but also into the transfer of technology and knowledge, especially in seeing how we can import some of the new technologies in the agriculture production sector. And not only those type of cooperation, but also facilitate business between our two countries. I'm really happy that some of the Western African countries that are French-speaking are joining this program. We are also looking up to seeing how we can benefit from the newly introduced Africa open markets,
where we can export and import product from West Africa and to Rwanda and the East African region. So this project or program of Connecting Day Rwanda, I'm really thrilled to tell all of the participants that Rwanda and farming industry in Rwanda is really ready to tap in these opportunities. So thank you, and I look forward to getting more to know about you and learning how we can do the collaborations. Bonjour messieurs, dames, je m'appelle Thierry Amani, je suis le créateur, le fondateur de la start-up qui s'appelle Magma Energy, que j'aurai l'occasion de vous expliquer dans les minutes qui vont suivre. Je tiens particulièrement à remercier les organisateurs de cette session qui va nous permettre derrière de pouvoir échanger sur des sujets actuels et les sujets aussi d'avenir qui vont concerner plus particulièrement le continent africain là-dessus. Qu'est-ce que Magma Energy? Magma Energy, donc, c'est la première centrale d'achat dédiée aux producteurs des énergies renouvelables. Vous aurez l'occasion de regarder, vous avez déjà regardé une petite vidéo qui vous explique de quoi on va parler. Donc, nous allons travailler dans la méthanisation. Donc, dans la méthanisation, plus exactement, c'est la grosse bonbonne que vous voyez. En gros, vous prenez la matière organique, vous l'enfermez pendant 40 jours à 40 degrés, et puis à la sortie, vous avez un gaz renouvelable. Ce gaz peut être nettoyé pour être utilisé en tant que carburant pour les véhicules. Il peut être aussi utilisé pour générer l'électricité. Il peut aussi être utilisé pour produire la chaleur, ou bien il peut être ici injecté dans le réseau, comme actuellement, injecté dans un réseau pour être utilisé dans le réseau de gaz naturel. Là-dessus, donc, nous accompagnons donc les producteurs des énergies renouvelables. On leur permet, grâce à la standardisation puis à la massification, d'avoir des conditions beaucoup plus intéressantes que s'ils étaient partis tout seuls. Là-dessus, ces conditions, non seulement ça va concerner la partie prix, mais ça va concerner aussi la partie qualité, la partie délai et la partie conditions contractuelles, parce qu'il s'agit des installations qui sont assez lourdes là-dessus. Donc, nous travaillons également donc sur la partie énergie solaire et puis sur d'autres sources des énergies renouvelables là-dessus. Magma Energy, pour vous expliquer en gros, donc c'est à peu près, on est à 8 personnes on est basé donc à 3, c'est à 1 heure et demie de Paris, avec des équipes aussi bien en business dev, la partie commerciale, la partie achat, la partie financement, la partie digitale. En gros, ça va être un mix entre les gens qui viennent et du monde agricole, parce que les agriculteurs, ça va être nos premiers clients, donc nos premiers clients, et du monde des affaires, et puis du monde gazier, donc qui combine un peu toute la panoplie qu'on peut avoir besoin là-dessus. Et sur la partie, vous pouvez me dire, pourquoi on a attaqué la méthanisation? La méthanisation, ça a plusieurs vertus. Donc, la méthanisation par le biogaz, ça a plusieurs vertus. Non seulement, donc, ça permet de recycler donc, les déchets organiques, donc, ça va participer au cycle de collecte, de retraitement des déchets. Ça va permettre à la fois donc, de produire des énergies renouvelables, ça je l'ai déjà dit tout à l'heure. Ça va permettre à la fois donc, de soutenir le revenu de l'agriculteur, parce que l'agriculteur, lui, qui ramène ses déchets, lui, il va pouvoir vendre l'électricité ou le gaz qu'il produit de l'autre côté. Et aussi, l'autre aspect aussi, ça va permettre aussi de soutenir l'agriculteur sur l'aspect où il va utiliser le digestat, donc tout ce qui va sortir donc, de ces cuves après la partie la digestion, il va utiliser cette matière derrière pour fertiliser ces terrains et fertiliser ces terres à la place des engrais chimiques. Donc c'est beaucoup plus intéressant et puis c'est aussi sain pour l'environnement là-dessus. Donc on est donc face à une énergie renouvelable, et puis qui existera tant qu'il y aura l'homme et tant qu'il y aura les déchets là-dessus. Donc je me suis lancé dans cette entreprise il y a plus d'1 an. Là-dessus, on arrive à proposer une offre complète
pour accompagner le porteur de projet dans toute la durée de vie de l'installation. Donc, dès l'entrée, donc, on va l'accompagner pour acheter ses équipements, surtout les plus gros équipements. Les plus gros équipements, on va les acheter en masse. Enfin, ici, quand on parle de plus gros équipements, c'est des équipements qui vont coûter à peu près 1 million d'euros, qui représentent quand même une somme considérable. C'est vrai que ça, c'est la typologie du marché français. Mais derrière, on sait que par exemple sur le marché africain, derrière, on peut avoir des unités avec des prix, des tailles beaucoup plus modestes, qui vont environner, qui vont arriver à moins d'1 million une unité complète. Une unité complète. On va aussi accompagner le porteur de projet sur la partie financement et assurance. Donc, on va garantir le succès de son projet. Les experts sont à côté du porteur de projet, justement pour l'accompagner, pour trouver des meilleures solutions d'assurance, les meilleures solutions de financement là-dessus. Et puis, une fois que pour les installations qui sont vraiment en exploitation, nous, on va aller vraiment dans la partie réduction de coûts. Les réductions des coûts, on va travailler sur les coûts récurrents, notamment la partie les coûts d'exploitation, ça va être l'achat d'électricité, parce que ces digesteurs, vous les voyez, mais derrière, pour les chauffer, on a souvent besoin d'un apport de chaleur là-dessus. Donc, cette électricité, il va falloir l'acheter d'une façon plus groupée, d'une façon plus globale, et puis beaucoup plus intéressant pour l'agriculteur derrière. Et derrière aussi, c'est l'achat groupé de tout ce qui est consommable, une pompe qui se casse, une pompe qui se casse, les prestations, que ce soit en termes de maintenance, en termes de biologie, des labos, ce genre de choses. Là aussi, nous allons les accompagner sur toute la durée de vie, du cycle de vie de l'unité de méthanisation. Voici comment on se situe. Donc, on réduit les coûts en amont du projet, pendant la phase projet et pendant toute la partie exploitation du projet. À titre d'exemple, ici, la partie exploitation dure à peu près 15 ans. Maintenant, nous allons vous challenger. On souhaite faire résonner ce mot de Connecting Day par justement la mise en application pratique avec un espace que vous avez, si vous êtes sur un ordinateur, sur votre gauche, il est marqué réseautage. On va vous inviter pendant 30 minutes, on va reprendre à 35 pour le deuxième panel sur l'agriculture et puis vous allez voir encore des interventions extraordinaires. Donc, pendant 30 minutes, ça vous permet de faire une petite pause, mais pendant 30 minutes, nous vous challengeons de faire minimum 2 contacts. Donc, vous allez aller sur réseautage. Le principe, il est simple. Vous cliquez dessus, vous allez voir, il y a un algorithme qui va rechercher la première personne disponible et vous pourrez discuter avec elle. S'il y a un match, vous pouvez poursuivre 3 minutes supplémentaires, donc ce qui fait 6 au total. Et si vous trouvez qu'il n'y a pas de match au niveau du business, eh bien, vous passez à un autre partenaire, un autre participant pour pouvoir justement faire ces connexions. Donc maintenant, je vous invite à cliquer sur réseautage ou si vous êtes sur votre téléphone, c'est en bas, réseautage. Et donc, pendant 30 minutes, nous allons réseauter et faire ces fameuses connexions et on revient à 35 pour le deuxième panel. À tout de suite. Hello everyone, my name is Ngabe Dorin. Happy Connecting Day. I'm a founder of Ikowe Art. I'm a Rwandan. So Ikowe Art is a cultural tourism company where we showcases traditional and cultural performances, and we prepare cultural dinners, and also we have made in Rwanda crafts. But today we are going to show you how we prepare our cultural dinners, where we are going to see the different traditional dishes of Rwanda. So please be with us. Thank you. This is Rwandan green vegetables. So we are going to mix it with beans so that we serve it with yams. Because with yams, it's a very popular Rwandan dish, traditional dish. Very delicious. Here we have beans, which are one of the most important crops in Rwanda.
and people like it here, and we cook it as soup. Yeah, so you're most welcome, all of you, to taste it. Thanks. So our gatogo is ready. So this is the final dish of our gatogo. Very, very delicious. Thanks. Come to the table. So here we have different dishes, traditional food of Rwanda. So starting with this, these are the pumpkins, as I showed you in the kitchen. This pumpkin and beans. These are gatogo, which is very common in Rwandan traditional food. This is the greens, the vegetable. Then we have beans, yams, and green vegetables. We have cassava with beans, and the other beans actually in the kitchen. So you're welcome every day to the Eco Art to experience this sort of food. Thank you. I have a basket, as my colleague promised you that we are going to explain more about the basket. So basket in Rwanda, it's a big thing. So we consider it as something for packaging, and also culturally, basket, it has different meaning. So it has also different importance. So, but today we are going to talk about the basket, which symbolizes agriculture. So, as I said, that it's like something which is symbolizing packaging. So today, if you want to visit someone who is very important in your life, you put the crops and you go to visit him or her. You can put crops, you can put fruits or seeds. Yeah, and also here we have a milk pot. So the milk pot is a very important thing in herding. So it's where they give the milk, and also you can use it to drink milk. Thank you so much. So, and I want to thank everyone who organized this Connecting Day. I'm very happy to be among the people who presented their culture, and I'm so happy and proud to see Rwanda in this Connecting Day. Okay, thank you so much. Thank you everyone, and I want to thank people who organized this Connecting Day. I'm so happy and I'm glad to be among of the people who presented their culture in this Connecting Day. Thank you so much. Greetings to Connect Today and everyone that I'm sharing this platform with. My name is Vestine Ware. I reside in Kigali, Rwanda. I would like to thank Connecting Day for giving me this opportunity to showcase my achievements as entrepreneur, and also as self-made business people. Today I'm going to present one of my company, which called Fesi Cleaning Company. This company has been operating since 2013. On total, it has been now 8 years, and I am managing director of this company. We mainly provide cleaning service, like when a building is done, being constructed, we clean it and prepare it for tenants. We start with the small staff. We were 10 workers. We didn't have the right equipment to do a job, and we were cleaning using products which were imported outside of the country. Throughout the years, we have been growing as a company, which also led to increase of employees that we use where a building
that has 5 floors and above. We use 50 workers. 8% of them, they are women. As you know that women, they are key of family development. To employ them, change their life. Their life is they are able to provide themselves their needs, such as insurance, medical, and education for their kids, and so on. Je suis Douglas Mbiondou. Je suis le président de l'association 10 000 codeurs, partenaire du Connecting Day depuis la première édition. Je suis très content d'être avec vous pour un quart d'heure de présentation de l'activité de l'association 10 000 codeurs et surtout avec un objectif, vous donner envie d'entrer dans l'univers de 10 000 codeurs et de trouver votre place et ensemble construire une Afrique meilleure avec une jeunesse africaine qui soit décomplexée, une jeunesse africaine qui soit ambitieuse, une jeunesse africaine qui soit consciente des réalités de l'entreprise et une jeunesse africaine qui soit prête pour les métiers du numérique. J'ai 44 ans, je suis ingénieur de formation, j'ai 20 ans d'expérience dans le secteur de développement d'applications, 5 ans comme salarié, 15 ans comme entrepreneur dans le secteur de la formation professionnelle pour adultes. J'ai atteint des objectifs que je m'étais fixés il y a 15 ans en tant qu'entrepreneur. Et puis, donc en formant des ingénieurs de multinationales. Et puis, depuis maintenant 5 ans, il y a eu une prise de conscience qui est de dire, bon, c'est bien, tu as réussi, tu as atteint tes objectifs, mais j'ai eu l'envie d'impacter. J'ai eu l'envie d'impacter et j'ai vu des images, j'ai vu un monde dans lequel nous vivons avec des choses qui ne me plaisent pas. Et je vais tout de suite vous montrer ce qui ne m'a pas plu et comment les choses ont évolué par la suite. Rappelez-vous, j'ai un objectif. Dans 15 minutes, je veux vous donner envie d'entrer dans l'univers 10 000 codeurs. Regardez ce qui m'a profondément choqué il y a quelques années. Regardez ce qui m'a amené à dire il faut que les choses changent. Ce qui m'a amené à dire il faut que les choses changent, ce sont des images comme celle-ci. Vous voyez, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est difficile. Sur le continent africain, les jeunes partent pour aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Sur le continent africain, des familles financent le déplacement en toute clandestinité et en toute illégalité de jeunes, d'enfants. Dernièrement, c'était au Sénégal, un jeune, 14 ans, son père a payé 400 € pour qu'il traverse. Et le jeune est mort. J'ai choisi de ne plus voir ça et j'ai choisi de mettre mes connaissances, mon savoir-faire technique, pédagogique, entrepreneurial au service de la jeunesse africaine. C'est comme ça que le projet 10 000 codeurs est né. Et à travers ce projet, l'idée, c'est de pouvoir, entre 2015 et 2025, le projet initialement, entre 2015 et 2025, de pouvoir insérer en Afrique des jeunes dans le secteur du numérique. Vous savez qu'aujourd'hui, le constat est terrible. Il y a plus de 450 millions de jeunes qui ont entre 15 et 35 ans sur le continent. Mais les jeunes aujourd'hui ne connaissent pas les réalités d'entreprise, un chômage très important. Et pourtant, à côté de ça, il y a un besoin mondial dans le secteur du numérique. Donc nous, ce que nous faisons avec 10 000 codeurs, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons d'abord un travail de sensibilisation. Nous sensibilisons les jeunes aux opportunités que le numérique expose. Et puis, nous faisons un travail d'orientation. Nous orientons les jeunes pour savoir quel est le meilleur métier pour eux par rapport à toute l'offre du numérique qui existe. Nous leur apportons un savoir-faire en termes d'intelligence sociale et comportementale, ce qu'on appelle traditionnellement les soft skills. Ensuite, et j'insiste dans cet ordre-là, ensuite seulement nous leur apportons une expertise opérationnelle, hard skills, dans un domaine qu'ils auront choisi, au bout d'un travail de connaissance de soi et de connaissance de ses atouts.
Et enfin, nous leur apportons du réseautage, nous les mettons en réseau et de la visibilité. Tout ça concourt à ce que ces jeunes-là puissent s'insérer dans le monde du travail et fassent en sorte qu'ils n'aient plus envie de ça ou bien qu'ils n'aient plus envie de ça. Parce que le problème de ça, c'est la dignité. Les jeunes, là, ici, ils sont en train de perdre leur dignité. Et ça, c'est terrible. Les jeunes, ici, ils sont en train de perdre leur vie. Et ça, c'est terrible. Et pourtant, ce ne sont pas les plus bêtes, hein, parce que souvent, ceux qui partent, ce sont les plus intelligents, ceux pour lesquels les familles ont pensé qu'ils étaient les plus aptes à trouver un travail de l'autre côté et ramener de l'argent. Et donc, voilà un petit peu le projet du Nicodeur. Alors, comment les choses ont commencé? Je vous montrais tout à l'heure un exemple de vidéo d'une jeune qu'on a accompagnée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le visuel que vous avez devant vous, c'est un visuel que nous sortons en fait quelques années après un travail pilote. Nous avons accompagné 300 jeunes dans 5 pays à un métier qui est le métier de développeur. Sur ces 300, 75% ont trouvé du travail au bout de 6 mois après la formation et dans le métier de développeur qui est mon métier. Aujourd'hui, nous voulons aller beaucoup plus loin et c'est à partir de ce travail pilote dans 5 pays, Congo-Brazzaville, Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, que nous sommes en train maintenant d'élaborer un passage à l'échelle. Et le visuel que vous voyez là, c'est le visuel en fait, qui démarre notre passage à l'échelle et qui explique à des personnes comme vous, qui êtes au Rwanda, des personnes qui sont en Afrique, des personnes qui sont dans les organisations internationales et des personnes qui sont dans les entreprises, qu'aujourd'hui, DiMiCodeur devient un acteur de l'inclusion par le numérique. DiMiCodeur devient un partenaire stratégique pour des organisations internationales, pour des États, pour des entreprises qui veulent en Afrique mettre la jeunesse à leur service, pour des entreprises qui veulent en Europe mettre la jeunesse à leur service. Et là, ce que vous voyez maintenant, c'est la fameuse plateforme de sensibilisation. Parce que c'est aussi un objectif de cette présentation. On est dans un événement Connecting Day. Je salue toute l'équipe de Connecting Day. Vraiment une très belle opportunité pour nous, DiMiCodeur. Parce que mois après mois, nous allons présenter aux différents pays, nous allons présenter à la jeunesse des pays la vision que nous avons. Nous allons présenter aux organisations officielles des pays la vision que nous avons. Après le travail pilote que nous avons réalisé donc, dans 5 pays, et après avoir formé en présentiel sur le terrain 300 jeunes, nous avons fait un constat. Nous nous sommes rendus compte que l'important, ce n'est pas d'abord de former, l'important c'est de sensibiliser. Parce qu'en réalité, voyez-vous, les jeunes ne connaissent pas ce que le numérique peut leur apporter. Les jeunes ne voient pas aujourd'hui dans le numérique une source d'insertion. Ils voient une source d'amusement, une source de jeu, Instagram, Facebook, voilà. Et donc, il va falloir sensibiliser les jeunes sur le fait que dans le numérique, il y a des métiers, il y a des usages, il y a de l'entrepreneuriat, et ça, c'est pas facile. Mais pourtant, nous, DiMiCodeur, dans ce qu'on appelle la phase industrielle de DiMiCodeur, hein, c'est-à-dire aujourd'hui, 2021, ce qui nous paraît le plus important, c'est de sensibiliser. Et donc, nous avons mis en place une plateforme de sensibilisation que nous souhaitons proposer au Rwanda. Nous voulons inviter la jeunesse rwandaise à découvrir notre plateforme. Nous voulons inviter les Rwandais du Rwanda et de la diaspora à participer à ce travail de sensibilisation sans précédent que nous réalisons aujourd'hui pour la jeunesse africaine. Tous les jours, à part 20h heure de Paris, nous proposons un programme destiné à la jeunesse africaine, et pas que la jeunesse. Des personnes qui sont en reconversion, des personnes qui se posent des questions sur leur avenir. Vous savez que l'intelligence artificielle, il y a les technologies qui vont limiter en fait un certain nombre de domaines, et donc il va y avoir de la reconversion. Nous invitons l'Afrique aujourd'hui, tous les jours à 20h, sur la chaîne YouTube de DiMiCodeur, pour un travail d'abord de sensibilisation. C'est le premier service que nous apportons à la jeunesse africaine. C'est un service qui va devenir un service universel. Les jeunes du continent ont le droit de savoir ce que le numérique peut leur apporter. Les métiers, les conseils des grandes sœurs, des grands frères, des professionnels qui ont décidé de donner du sens à leur carrière, comme moi, en devenant des repères pour ces jeunes. Et ils sont nombreux. Vous voyez, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, du lundi au vendredi, chaque soir, un thème différent. Grâce à Connecting Day,
Rwanda, nous avons la possibilité de faire passer ce message à tous les intervenants qui étaient avec nous. J'ai noté, par exemple, qu'il y avait de très belles interventions du côté de l'agriculture. Nous voulons que le monde de l'agriculture au Rwanda soit représenté le 4e mardi du mois dans notre webinaire Agriculture 10 000 codeurs. Nous voulons que les entrepreneurs du Rwanda puissent témoigner le 1er lundi du mois dans notre webinaire Entrepreneuriat. Nous voulons que les spécialistes du cloud qui sont au Rwanda ou qui sont à l'extérieur du Rwanda viennent partager à l'Afrique tout entière leur expertise dans le secteur du cloud, mais aussi des développements d'applications, du marketing digital. Nous voulons que les filles et les femmes du Rwanda viennent les 3e jeudis du mois pour dire aux filles et aux femmes d'Afrique que le numérique peut être un vecteur d'insertion. Le travail de sensibilisation, nous l'avions négligé et nous constatons aujourd'hui qu'il est fondamental. C'est pour cette raison que nous mettons le paquet. Les jeunes ont besoin d'être éveillés. Ils ont besoin de savoir ce qui est possible de faire. Ils entendent des gros mots, le cloud, le big data, l'IA, la blockchain, mais ils ne savent pas ce que c'est. Ils entendent des métiers, community manager, développeurs, mais ça leur passe au-dessus de la tête. Aujourd'hui, les choses vont changer. Tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h heure de Paris, des aînés, des grandes sœurs, des grands frères ont décidé de donner du sens à leur carrière en devenant des repères pour cette jeunesse. Ici, par exemple, c'est notre communauté data. Et là, nous présentons un métier qui est le métier de data architecte. Qu'est-ce que c'est qu'un data architecte? Qu'est-ce que c'est qu'un data scientist? Combien ça gagne? Où est la demande? Qu'est-ce que c'est qu'un data analyst? Voilà les questions sur lesquelles nous échangeons avec des personnes, vous le voyez, qui sont des personnes installées, qui sont des personnes qui ont réussi leur vie professionnelle et qui surtout ont envie de faire du give back. Je prends l'exemple de Penda. Penda aujourd'hui est data analyst. Elle a fait les meilleures écoles d'ingénieurs dans le secteur de la statistique. Elle est aujourd'hui data analyst chez BNP Paribas. Et aujourd'hui, Penda, elle a intégré la communauté data de 10 000 codeurs. Je sais qu'il y a plusieurs Penda au Rwanda. Nous voulons que les femmes du Rwanda, les hommes du Rwanda qui sont dans la data rejoignent et qui valorisent leur expertise, afin que, comme avec le Connecting Day, on les connecte à un écosystème sans se déplacer. Voilà Michel, à gauche, qui est originaire du Bénin, qui a une société qui est entre le Bénin et la France, et lui aussi qui prend 1 heure par mois pour la jeunesse africaine. Momar, lui, à droite, il est du Sénégal. Et vous voyez que c'est ainsi qu'il y a une chaîne humaine autour de la jeunesse. Je vous rappelle pourquoi nous faisons ça, c'est pour éviter ça. Les jeunes n'ont pas de repères. Nous allons leur donner des repères, nous allons leur expliquer que grâce au numérique, ils peuvent rester chez eux et ils peuvent gagner de l'argent parce que d'un autre côté, la demande est mondiale dans ces domaines-là. Voilà le point important que nous voulions vous apporter. Voilà l'objectif qui est le nôtre. Et ce travail de sensibilisation, une fois qu'il est passé, nous avons les autres services que nous allons proposer et nous les proposons grâce à quoi? Grâce à un process d'accompagnement que nous avons mis en place, qui est le fruit de 5 ans de travail, de terrain et un travail de réseautage avec les ensembles des écoles de formation partenaires qui sont en Afrique, qui vont apporter le côté hard skill. Et nous, tout autour, nous allons apporter tout le travail de sensibilisation, le travail d'orientation. Et regardez, quand un jeune, n'importe quel jeune aujourd'hui vient nous voir, nous allons le sensibiliser. Vous avez vu, c'est la première étape. Ensuite, le jeune, il va faire une demande d'accompagnement. Nous allons lui créer un compte dans notre workplace, digital workplace. Il va réaliser un parcours d'orientation dans lequel nous allons lui présenter les métiers, présenter l'entreprise. Nous allons lui présenter aussi en termes de développement personnel. Il va savoir qui il est. Il va se découvrir ses points forts et on va l'orienter. D'accord? On va lui montrer que c'est important d'avoir un bon travail d'intelligence sociale et comportementale. Et ensuite, grâce aux écoles, aux centres de formation partenaires, nous allons le former, trouver des financements pour lui. Donc, les jeunes qui n'ont pas les moyens, nous allons voir dans quelle mesure, avec nos partenaires financiers, et là, je lance un appel à tous les organismes bilatéraux,
tous les organismes multilatéraux, tous les organismes pour lesquels l'éducation est importante et qui veulent de l'impact, tous les pays qui sont en recherche de compétences et qui ne savent pas comment remplir le gap de leur expertise, venez nous voir, venez devenir partenaire du DimiCoder parce que vous avez vu vers la fin, le résultat de notre accompagnement génère de l'insertion. Et puis, il y a le give back. Le give back est très important. Nous invitons les jeunes maintenant, dans nos webinaires aussi, à donner des conseils à d'autres jeunes. Voilà en quelques mots DimiCoder et je termine par une vidéo de présentation d'une de nos anciennes bénéficiaires. D'accord? Elle s'appelle Nabounou Diaby. Nabounou est originaire de la Côte d'Ivoire. Elle a fini DimiCoder. Aujourd'hui, elle est insérée. Et elle sort d'une région de la Côte d'Ivoire dans laquelle les jeunes n'ont pas l'habitude d'aller vraiment à l'école, et surtout les femmes. Et aujourd'hui, elle est directrice de projet de la filiale ivoirienne d'une entreprise canadienne. Voici Nabounou. Bonjour à tous, je suis Nabounou Diaby, 25 ans, solution architecte et développeur informatique chez Future Afrique d'Intelligence Artificielle. J'ai fait la rencontre de DimiCoder grâce à l'intermédiaire de l'Afrique Tech Avion. Donc, je fais partie de la première promotion de DimiCoder ici même à Abidjan. À la base, j'étais étudiante en informatique, en maths informatique plus précisément, et je recherchais une formation qualifiante qui répondrait aux besoins du marché. Et là, je rencontre DimiCoder. Je voudrais dire que DimiCoder répond vraiment à tous les besoins du marché quant à la structuration du code, aux techniques de développement et tout ça. Donc, ce que j'aimerais dire aujourd'hui à mes camarades, c'est que l'informatique, le domaine du développement est un secteur à pourvoir, mais n'empêche que les recruteurs sont vraiment stricts. Donc, je vous dis que j'affirme aujourd'hui avec certitude que DimiCoder répond aux besoins du marché quant au développement informatique. Voilà. J'ai terminé. Alors, je ne sais pas si je vous ai donné envie de rejoindre le monde de DimiCoder, mais en tout cas, je vous ai montré la détermination qui est la nôtre et les premiers résultats qui sont les nôtres. Mais venez, encourageons la jeunesse rwandaise à regarder tous les soirs à 20h les webinaires DimiCoder et invitons les experts du Rwanda et hors de Rwanda à venir participer et intervenir dans les webinaires DimiCoder. Rendez-vous sur dimicoder.com. Bonne continuation et merci encore à toute l'équipe de connecter. Les applications que nous avons découvertes très récemment. Certains outils locaux que nous avons découverts très récemment. Donc, le projet consiste à informer les gens de la météo, à tenir informés les gens sur la météo. Sauf que ces gens présentent deux caractéristiques. Un, ils ont un téléphone. Deux, ils n'ont pas accès à Internet. Donc, ils ne peuvent pas consulter la météo en ligne, comme on peut le faire partout ailleurs. Donc, il faut chercher des solutions alternatives. Comment on peut répondre à ce type de besoin en passant par le low-code? Comme on le sait toujours, on peut passer par une approche traditionnelle, c'est-à-dire trouver un développeur, faire un devis, évaluer combien ça coûte. Sauf que cette démarche n'est toujours pas possible dans tous les cas. C'est pour cela que je partage avec vous la démarche par le low-code. Donc, la démarche par le low-code que nous avons suivie avec les deux outils que nous avons découverts récemment a consisté à décomposer en deux notre projet. La partie visible qui va consister à inscrire les éventuels adhérents qui vont vouloir bénéficier de ce service et la partie non visible, back-end, qui va programmer le principe qui irait chercher le météo, enregistrer l'utilisateur et l'envoyer la donnée par SMS. Donc, pour la partie front-end, la partie visible, nous avons utilisé l'application CAR. Et pour la partie back-end, la partie non visible, nous avons utilisé l'application WeScript. Ce que je veux faire comprendre, l'innovation, elle n'est pas dans l'application développée, parce que ça se fait déjà en code. L'innovation est la rapidité avec laquelle nous avons développé ce petit projet, premièrement. Et deuxièmement, la durée que nous avons mis pour la prendre en main. S'il fallait coder l'environnement visible, ça veut dire maîtriser les compétences front-end, maîtriser les compétences back-end, ce n'est pas pour demain qu'on aurait sorti cette application.
L'innovation, pour moi, elle se trouve sur la façon d'apporter la réponse aux différentes problématiques que peuvent rencontrer certains entrepreneurs, certaines personnes. Voilà, je vous partage aussi le résultat que j'ai pu avoir de cette application. Donc, sur ce premier graphique noir, c'est capture d'écran de mon téléphone, c'est pas très visible. On peut voir des SMS que je reçois une fois que je m'inscris sur la plateforme. Et la deuxième partie correspond à l'équivalent de la base de données. C'est tout simplement un Google Sheet dans lequel on stocke des informations des différentes personnes qui s'inscrivent sur la plateforme. Sachez tout simplement, nous avons un stand RPA automatisation. Si ça vous intéresse de venir tester avec nous comment marche l'application, si ça vous intéresse aussi de venir discuter éventuellement sur vos problématiques, comment est-ce qu'on peut vous aider à apporter la solution, des solutions par le biais, on peut vous aider à trouver des solutions par les biais du no-code ou de la RPA, alors n'hésitez pas. Merci beaucoup d'avoir assisté jusqu'à maintenant. Si vous avez des questions relatives à tout ce que je viens de présenter, on peut toujours échanger sur le stand RPA, no-code, low-code. Et si vous êtes intéressé par ce que nous menons comme étant démarche et que vous êtes aussi passionné de technologie comme nous, alors n'hésitez pas de nous rejoindre. On a plein de petits projets qui, pour manque d'effectifs, qui sont encore en suspens. Donc, c'est avec un grand plaisir que je discuterai éventuellement avec des potentiels adhérents pour pouvoir faire partie de cette très belle aventure. Une fois de plus, merci beaucoup et bonne continuité de votre événement Continental Working. À plus. Donc aussi en Afrique de l'Est. Je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Victor Pindi. Je suis fondateur et CEO de Ouza Media. Ouza Media, c'est une maison de presse. C'est dans le digital et dans l'innovation ce qu'on peut faire de mieux au Rwanda et dans la région. Nous avons commencé en 2013 avec la distribution du contenu multimédia à travers donc les téléphones portables, qui sont devenus les premiers médiums depuis la transition numérique, devant la FM, etc. Donc, nous distribuons principalement du divertissement, du sport, de l'éducation pour les usagers des téléphones portables sans connexion Internet. Ils sont jusqu'à aujourd'hui toujours la majorité en Afrique. En ayant pensé aux communautés vulnérables, on a développé aussi une solution qui permette aux institutions gouvernementales, bien aux ONG, de pouvoir communiquer avec cette base massivement et en pouvant en extraire les données en temps réel, c'est-à-dire pouvoir faire du monitoring sur l'impact d'une campagne, par exemple Ebola, le Covid, etc. Et d'avoir de l'inclusion sociale en permettant un dialogue avec cette base. C'est une technologie qui permet donc une communication effective, maîtrisée, ce qui n'est pas le cas avec les médias mainstream, radio, télé, etc. Dans nos régions. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 10 pays en Afrique, le dernier étant la Tanzanie, où nous avons installé notre hub régional afin de pouvoir atteindre les populations swahilophones et donc toute la côte est africaine. Les autres pays étant l'ère des Congo, le Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Guinée. Voilà, donc nous progressons assez logiquement vers les territoires qui ont besoin de ces services, notamment dû à la pandémie de la Covid-19. Donc, ça, c'est la présentation de Ouza. Aujourd'hui, nous évoluons plus aussi sur des supports numériques connectés pour pouvoir aussi servir
audience francophone en Afrique, en Europe, aux États-Unis, avec une plateforme de podcast qui s'appelle Rosa Podcast et qui nous produisons des livres audio à destination de cette audience exclusivement donc, en langue française. Donc, tout ça reflète un petit peu la capacité du Rwanda à donner un environnement connecté pour les entreprises qui sont dans l'univers créatif. My name is Gilles Richard Molihano. I'm from the company called Coms Africa. I'm currently the CEO of the company. I would like to thank the organizers of the Connecting Day for this opportunity to talk about our company, our business. Thank you, and I'm happy to be with you today. Currently, talking about Coms Africa, it's a company that has been founded in 2010, that is 11 years from now, from today. It was started as a fintech company focusing on telcos and utility operators, where we provide value-added services to mobile subscribers who are using the mobile technology and mobile handset to access communication products. Our flagship product has been a microloan product. We called it airtime on credit service, which is basically a service where mobile customers can request airtime in advance and then pay back when they recharge in the following day. So that was started as a kind of disruption in the market because it was done before in any country, and of course at the beginning it was difficult to convince telcos to get on board and run the service with us. But when we started it, it was a product that was very welcomed by the users because many subscribers started using the service because it was convenient, and also it can be used in emergency situation. Since we started, we have installed our solutions in different countries. We have done about 24 integrations across Africa and Middle East. Currently, we still have 17 countries using our products, mainly with the telcos. And we have provided service to more than 70 million unique users since we have started, and an estimate of $2 billion have been advanced as airtime, and customers have been quite happy with the service. So basically, talking about investment, we think this is actually another kind of investment product because we are only advancing less than $1 for every customer, but since millions of customers are accessing the service, then we are getting many people using the product, and then they keep on using and recycling the money as a service. À tous et à toutes, et merci pour l'invitation. Je suis Maître Thierry Giffen, avocat d'origine camerounaise inscrit au barreau du Rwanda. Je suis membre de la East Africa Law Society, qui est un groupement des barreaux des pays d'Afrique de l'Est, et de l'association camerounaise. J'interviens actuellement dans plusieurs pays en Afrique centrale, de l'Est et de l'Ouest, dans les domaines d'activité dominants tels que l'accompagnement des investisseurs, le droit et contentieux des investissements, le droit et contentieux des transports, le droit et contentieux des assurances et miniers, droit de l'immigration et de l'immigration, et enfin, droit et contentieux fiscal.
Mes coordonnées sont sur les PowerPoint qui vous seront distribués par les organisateurs, notamment mon email et mes numéros de téléphone. Globalement, mon intervention sera articulée autour des points essentiels suivants. Nous allons dans un premier temps parler de l'entrée au Rwanda, parce que c'est par là que commence le périple d'un éventuel investisseur. Par la suite, nous allons voir les conditions à remplir et les démarches à suivre pour la création d'une société, qu'elle soit une société de personnes ou une société commerciale. Nous allons aussi évaluer ou bien voir ensemble l'environnement fiscal et social qui prévaut au Rwanda. Et enfin, nous allons parler de la sécurité juridique et judiciaire en faisant aussi un projet sur le droit ou bien l'accès à la terre sur le foncier. Un élément déterminant de l'Installanda en vue de réaliser un investissement. Il faut noter que, comme la plupart des pays du monde, le Rwanda a établi des conditions pour prétendre à une entrée, à un séjour sur le territoire rwandais. Et c'est la loi, une loi de 2011 qui organise l'immigration et l'immigration au Rwanda. En bref, il faut se présenter effectivement, évidemment, à un poste de frontière officiel. Il faut être détenteur d'un document de voyage valide, se faire enregistrer conformément à la loi, avoir un visa ou une autorisation valable. Il est entendu que la plupart des pays, du moins depuis le 10 mars 2020, les pays de l'Union européenne, non, je veux dire de l'Union africaine autant pour moi, du Commonwealth et de la francophonie sont free visa avec au moins 30 jours lorsqu'ils se présentent à un poste frontière. Donc, ça, c'est la première information que nous devons avoir. Il y a d'autres catégories de pays, comme des ressortissants des pays membres de l'Afrique de l'Est, par exemple, qui sont également free visa avec le Rwanda pour une durée d'au moins 6 mois quand ils entrent. Et aussi, d'autres pays qui ont des conventions bilatérales avec le Rwanda pour les questions de réciprocité afin que leurs ressortissants puissent entrer en République du Rwanda sans avoir à payer des frais de visa et pouvoir s'établir pendant une période déterminée. C'est souvent 30 jours, 80 jours, et selon le cas, selon la catégorie de pays dans laquelle on se trouve. Donc, globalement, les différents permis de résidence pour les investisseurs étrangers de deux types. Il y a le permis de séjour temporaire et le permis de séjour permanent. Pour les étrangers qui souhaitent investir dans les mines, par exemple, ou autres activités connexes, il y a la possibilité de solliciter et obtenir un permis de résidence A1, qui est labellisé investisseur, A2, qui est labellisé entrepreneur, ou demandeur récurrent, qui est labellisé A3. Pour les étrangers qui souhaitent s'engager dans l'agriculture et l'élevage, il y a également des types de permis de séjour qui existent, qui sont prévus dans la loi. Donc, globalement, vous n'aurez pas de difficulté à obtenir un visa d'entrée au Rwanda dans l'ensemble et un permis de séjour temporaire ou permanent. Et je voudrais indiquer que toutes ces procédures sont possibles en ligne. Vous pouvez les faire de là où vous êtes. Vous pouvez les faire une fois au niveau d'un poste frontière de la République du Rwanda sans problème. Et ce n'est pas lourd, ça ne prend pas beaucoup de temps et vous pourrez très bien accéder au territoire de la République du Rwanda. Il faut, pour terminer dessus, indiquer à juste titre que vous pouvez, à partir de votre lieu de résidence actuel, faire vos démarches pour avoir votre permis de séjour et même votre visa et puis votre permis de séjour et vous allez le recevoir électroniquement. Mais
Si vous ne souhaitez pas le faire, vous pouvez arriver à un poste frontière, vous le faites, on l'a dit tantôt. Maintenant, globalement, quelles sont les incitations à l'investissement qui sont mis en place par les autorités de la République du Rwanda? Vous avez une loi récente qui a remplacé celle de 2016, une loi qui date de 2021, du 5 février 2021, qui est relative à la promotion et à la facilitation des investissements. Elle vient remplacer une qui existait déjà en 2016. Et dans la même bête, mais avec un peu plus d'innovation, elle a défini quelques secteurs prioritaires qui donnent des avantages, notamment ce qui est appelé dans la loi les incitants, sur lesquels je vais revenir tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle Sylvia Boutsomba, je suis à Libreville, le Gabon, et je suis le président et le fondateur de l'ONG Ogwe Labs. Ogwe Labs, c'est un laboratoire d'innovation qui œuvre à la construction d'un écosystème numérique capable de porter les industries numériques du continent africain. Notre volonté, effectivement, c'est de transformer le continent en une usine pour la planète numérique, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons le vivier de talent, nous avons les moyens financiers pour pouvoir soutenir cette ambition, mais aussi nous avons de très belles innovations qui sont créées ci et là sur le continent. Ogwe Lab donc a mis en œuvre dans son laboratoire d'innovation un programme d'accélération qui s'appelle StartX 241. Ce programme a pour objectif principal de développer ou distribuer les innovations africaines à travers le continent. Et nous avons donc décidé de commencer quelque part, et on a décidé de commencer en Afrique centrale, donc avec comme zone principale la CEAC. La CEAC, c'est 11 pays. C'est à peu près 200 millions de consommateurs. Et nous avons donc décidé d'accélérer sur ce territoire qu'est l'Afrique centrale les innovations des Africains, quel que soit leur endroit sur la planète, qu'ils soient sur le continent africain ou alors qu'ils soient hors du continent africain. Parce qu'on sait qu'il y a une très forte diaspora africaine en dehors du continent africain. Mais nous avons tous le même vœu, ce vœu de vouloir transformer comment nous vivons, comment nous mangeons, comment nous travaillons, comment nous nous soignons, comment nous éduquons. Et on sait qu'aujourd'hui, le numérique est un moyen, est un outil que l'on peut utiliser pour changer justement tous ces usages-là. Et nous savons que son pouvoir de massification, son pouvoir, cette capacité en fait à réduire les distances, cette capacité justement à fédérer en communauté, tout ceci va nous permettre justement de pouvoir aller au terme de notre mission, qui est de construire justement une Afrique différente, une Afrique capable de prendre soin d'elle-même, une Afrique autonome, une Afrique fière. Et donc, nous construisons donc ce programme avec un certain nombre de partenaires. Nous avons donc des partenaires divers, partenaires internationaux. Je compte aussi parler de Cofina, qui est vraiment notre partenaire financier, qui est une banque africaine qui s'est déployée à une dimension panafricaine en quelques années. Nous avons comme partenaire financier l'AFD, nous avons aussi l'ambassade de France, l'Institut français du Gabon. Nous avons comme partenaire stratégique RTL, et nous avons aussi un partenaire
formation et on va, Emera est un accélérateur bordelais, donc qui est en France, qui nous accompagne dans toute la partie accélération des startups, mais aussi formation des jeunes dans les différents environnements dans lesquels la distribution va se faire. Alors, pour être, on va dire, assez précis sur ce qu'est Startix, Startix, en fait, c'est un programme d'accélération de la distribution des innovations africaines sur le continent africain, au départ, mais après dans le monde. Parce que nous pensons que nous avons une solution pour le reste de la planète, un rôle à jouer aussi dans sa transformation. Aujourd'hui, ce programme se décline en 3 grandes phases. La première phase qui est terminée, elle a démarré le 1er janvier et elle s'est terminée le 28 février. Il s'agissait ici de collecter environ l'ensemble des innovations qui peuvent avoir un impact significatif dans la transformation du continent africain et surtout, comme on a dit, de la zone, pour commencer, de la zone Afrique centrale. Cette phase a été très intéressante parce qu'il y a 6 startups qui ont émis la volonté de vouloir déployer leurs innovations sur toute l'Afrique centrale. Et nous savons que dans les 11 pays de l'Afrique centrale, il y a le Rwanda. Et donc, c'est une opportunité intéressante parce qu'elle permet dans un sens de recenser aussi les innovations qui existent au Rwanda, parce qu'on sait aujourd'hui le Rwanda est un lion aussi du digital dans cet espace africain. Mais aussi, c'est une terre d'accueil de l'innovation. Et c'est d'autant plus important parce que ce programme permet justement de faire les deux. Il permet d'enregistrer les innovations qui viennent de partout sur le continent. Nous avons aussi enregistré des innovations qui viennent du Rwanda, mais elle permet à ces innovations d'être déployées sur les autres pays. Et c'est ça réellement la vraie valeur, parce qu'on se retrouve à avoir une innovation qui vient du Rwanda, mais qui va maintenant se retrouver au Gabon, qui va se retrouver au Cameroun, qui va se retrouver en RDC, qui va se retrouver en Guinée équatoriale, qui va se retrouver au Burundi, en Angola, qui va se retrouver au Congo, Brazza au Congo, RDC, un peu partout, ces innovations vont être déployées dans ce territoire-là. Donc, c'est vraiment 2 vases communicants. On identifie des innovations qui ont un fort potentiel de transformation et de changement de vie et de croissance sur ce territoire Afrique centrale, et on les déploie sur tout ce territoire. Bonjour à tous, mes salutations aux participants de C-Days Rwanda. Je m'appelle Clément Ouageneza, je suis Chief Technology Officer à Benefactors. Je vais parler plus de ce que nous faisons à Benefactors. Pour me présenter un peu plus, je suis dans les technologies de l'information depuis maintenant un peu plus de 15 ans. J'ai fait mes études universitaires en France, une école d'ingénieur à Montpellier. Ensuite, je suis directement rentré au Rwanda où j'ai lancé ma première société de services en technologie de l'information. Ensuite, j'ai plus ou moins lancé Irembo, qui est devenue la plateforme principale d'accès aux services publics au Rwanda. Ça compte pour 85% des interactions entre les citoyens et les gouvernements. Ensuite, j'ai aussi travaillé avec Andela. C'est une société qui développe les capacités en software engineering à un niveau où les développeurs qui sont formés et préparés par Andela peuvent travailler avec les leaders en technologie dans le monde entier, les sociétés
basés partout dans le monde. Et maintenant, je suis donc à Benefactors et en même temps, je donne des services de consultance en transformation digitale dans les services publics. Donc, si vous me permettez, je vais lancer la présentation de Benefactors. Benefactors est une société basée au Rwanda qui répond à un problème spécifique d'accès aux fonds de roulement ou working capital dans les pays en voie de développement. Notre client, si je peux l'imager, c'est un entrepreneur qui a un niveau d'éducation assez élevé, au moins un niveau d'éducation secondaire. C'est quelqu'un qui opère une affaire plus ou moins formelle, à un peu moins de 20 employés, mais quand même à quelques employés. Et en général, ce type d'entrepreneur ou ce type de société commence à être assez crédible pour travailler avec des acheteurs ou des partenaires assez larges, comme le gouvernement, comme les banques, les grandes sociétés. Donc, c'est quelqu'un qui a établi son entreprise à un niveau où il peut avoir des contrats de fourniture, que ce soit de services ou de produits, à des grandes entreprises. Mais en général, ce type de société n'est pas encore assez grand. On n'a pas encore établi de crédibilité avec les banques, les grandes banques commerciaux, pour facilement avoir accès à des prêts pour fonds de roulement, donc des prêts pour répondre aux appels d'offres, des prêts pour continuer à fonctionner en attendant des paiements sur services déjà fournis. Et nous avons trouvé que ce type d'entrepreneur a en général justement de grosses difficultés à trouver des partenaires financiers qui le permettent justement de couvrir ses besoins en fonds de roulement en working capital, qui lui permet finalement de continuer à grandir d'une manière prédictible. Pourquoi il n'y a pas de solution pour eux? Parce que les banques, les grandes banques sont en général trop lents. Ce type d'entrepreneur a besoin des fonds très rapidement. On parle de fonds de fin de mois pour payer les salaires, des fonds pour pouvoir répondre à un purchase order, un bon d'achat. Et donc, ils ont besoin d'être répondus, d'avoir des réponses très rapides, pensons 1 semaine, 2 semaines, mais pas 3 mois, ce qui sera le cas en général avec les banques. Serge, quelle journée quand même, franchement, c'était formidable de voir tous ces intervenants. Et comme tu le sais, comme tu l'as fait précédemment, tu sais que cette étape est très importante. Nous arrivons à cette fameuse étape du passage de témoins, où on a donc un nouveau pays le mois prochain. Et le 15 avril, ça sera le tour du Maroc. Et donc, il y a Ouda qui est présente, qui va en tout cas nous accompagner pour faire de cette journée une réussite. Et j'aimerais symboliquement, Serge, que tu puisses dire un mot, bien entendu, et aussi transmettre le témoin à Ouda, qui, à son tour, le recevra, bien entendu. Oui, merci beaucoup, Dimitri. Donc, le mois s'achève où nous avons préparé ensemble cette journée. Je tiens à te remercier en tant que président d'ADRNS et de cet événement, avec ton équipe, Madame Kakama Leukadi et ma compatriote, Madame Everline Plumeret. Et donc, c'était un vif plaisir, c'était intense. Tout le panel, tous les panélistes que nous avons eu l'occasion donc de remercier toute la journée. Je leur renouvelle mes sincères remerciements. Je suis très, très reconnaissant de leur don de temps, du temps qu'ils ont pu nous trouver dans leurs agendas chargés. Et je suis encore une fois honoré d'avoir mis en contact tous ces professionnels, d'avoir aidé humblement et bénévolement
Donc, en mon nom propre, je vous remercie. Et l'heure est arrivée pour moi donc, de transmettre ce service, de transmettre cette activité et ma curiosité aussi à un pays ami, un pays frère du Rwanda, donc le Maroc, qui est un très très bon marché, très intéressant, bourré d'opportunités. Et donc je transmets ce bâton à Ouda, qui nous rejoint pour représenter donc l'ensemble des professionnels, les jeunes start-upers, start-upeuses marocains qui vont sûrement nous impressionner et nous inspirer, mais surtout inviter tous les autres professionnels, que ce soit de la diaspora maghrébine ou d'Afrique subsaharienne, dans tous les pays, que ce soit en Occident ou même à l'intérieur du continent, pour nous intéresser à leur marché. Donc, la prochaine fois, nous vous attendons très chaleureusement, cher Ouda, et officiellement. Donc, c'est un honneur pour moi de te passer le témoin et te souhaiter une très bonne préparation pour les échéances à suivre. Merci beaucoup d'avance. Marcela. Merci beaucoup Serge, je vous remercie énormément. C'était un très grand plaisir pour moi de présenter le Maroc et notamment juste après le Rwanda. C'est un pays qui m'inspire moi personnellement et qui donne un très bon exemple de ce que peut l'Afrique être dans le futur. Donc voilà, alors rendez-vous au Maroc le 15 avril. On va voir de plus près un peu l'économie du Maroc, les domaines phares du Maroc et montrer à quel point le Maroc a démontré, c'était un très bon exemple de fraternité en fait, entre les pays africains, parce que je pense que le Maroc, c'était parmi les premiers pays africains à essayer de développer son marché dans l'Afrique et vice-versa. Donc voilà, c'est un très très grand honneur pour moi de présenter le Maroc et de présenter l'Afrique, enfin, me présenter en tant qu'africaine. Et voilà, c'est un très grand plaisir. Et merci à vous. Et Inch'Allah, on se donne rendez-vous le 15 avril. Ok, super. Merci, Ouda. On sera là le 15 avril. Merci, Serge. Vraiment, ça a été top. En effet, on ne remerciera jamais assez l'ensemble des speakers qui ont donné vraiment de leur temps. Et quel plaisir. C'est un réseau aujourd'hui qui s'agrandit. Parce qu'après, en effet, le Nigeria, le Sénégal, le Rwanda, nous allons avoir un réseau qui va être encore plus large où tous nos amis, en tout cas, pourront faire des affaires avec ces différents pays. En tout cas, nous voulons vous remercier et vous donnons rendez-vous au 15 avril avec le Connecting Day numéro 4, Maroc. Salut! Bravo! Merci beaucoup! Au revoir! Merci!